Deuxième point, c'est la nourriture. Une fois qu'on n'a plus soif, peut-être qu'on peut regarder la faim. Alors, pour la faim, pour la nourriture, c'est clair que là aussi, ça va être un gros problème en ville. À la campagne, il s'agit de devenir autonome, il s'agit de pouvoir développer votre potager, même dans une zone périurbaine, si vous avez une villa, donc vous avez de l'espace pour cultiver. Alors en ville, il reste de l'espace. Un magnifique parc du Luxembourg qui pourrait être transformé en champ de patates assez vite, en moins d'une saison. Mais enfin bon, ça se prépare, ça se prévoit. En Suisse, en 1940, nous avons transformé tous les parcs publics, toutes les pelouses, mais je crois que Paris on a fait pareil. On avait ce qui s'appelait le plan Wallen et nous avons doublé la production agricole et malgré tout, et malgré ça, l'apport calorifique par personne est passé de 3000 à 2500 calories. Donc les gens ont baissé le nombre de calories, ce qui a sûrement fait du bon, ça me traduit bien moi quand ça m'arrivera. Et clairement, voilà, il y a eu, on a réussi à ne pas avoir faim. Donc il n'y a eu aucun rationnement en Suisse pour tout ce qui est légumes et fruits pendant la guerre. Donc c'est un gros avantage d'avoir son autonomie alimentaire. Troisième point, c'est tout ce qui est hygiène et santé. Une fois que vous pouvez manger, vous pouvez imaginer d'avoir une chemise propre. Vous lavez, mais surtout vous soignez. Parce que, et ça c'est l'avantage des villes en revanche par rapport à la campagne, mais il n'est pas dit que les médicaments aussi ne soient pas en pénurie. Donc, vous avez besoin d'apprendre une certaine autonomie pour vous soigner, pour identifier les maladies, surtout pour ne pas tomber malade et pas vous blesser. Donc j'explique là aussi dans le livre un petit peu comment faire, comment avoir le maximum d'autonomie dans ce domaine-là. Quatrième point, c'est tout ce qui est énergie. Parce que le luxe, certes, on dit toujours que le luxe c'est l'eau chaude, mais en fait nous sommes habitués à beaucoup plus de luxe que ça. Et donc si on veut garder un minimum de lumière, d'électricité pour faire fonctionner quelques outils absolument indispensables pendant la période de crise, eh bien il va falloir qu'on ait une certaine autonomie pour l'énergie, pour le chauffage surtout, et un petit peu pour l'électricité. Ça aussi ça se travaille. Cinquième point, et ça c'est le point qui souvent surprend les gens, c'est la connaissance. Parce qu'en fait, il ne va pas s'agir de survivre uniquement en tant qu'individu. À la limite, on ne peut pas aller se cacher tous dans la forêt de Fontainebleau. L'idée, on sera nombreux, l'idée c'est aussi de faire survivre les bases de notre civilisation, des bases de connaissances qui vont nous permettre de redémarrer à la fin de la période de transition. Si cette période est très courte, tant mieux, mais si cette période est longue, comment est-ce qu'on va éduquer les enfants, qu'est-ce qu'on va leur apprendre, et donc finalement définir dès maintenant quels sont surtout les savoir-faire, les connaissances et éventuellement les loisirs artistiques autres que l'on veut garder avec nous. Donc qui ici va aller gérer le Louvre pendant le bordel pour pas qu'il soit pillé? Des fois que ça repart dans tous les pays qui ont été pillés pour que ça arrive au Louvre. Donc voilà, il va falloir réfléchir un petit peu à comment surtout acquérir vos savoir-faire. Et une fois que vous avez tout ça, vous êtes bien parti non seulement pour survivre, mais pour bien vivre. Mais c'est pas suffisant. Il y a encore 2 points. Sur 7, voilà les 5 premiers. Les 2 points suivants sont d'abord la défense. C'est qu'une fois que vous avez de quoi vivre de manière autonome et durable, les cigales qui, elles, n'ont pas fait le travail de fourmis, qu'est-ce qu'elles vont faire? Et là, on revient à malheureusement à notre société aujourd'hui, où nous sommes de plus en plus des sociétés égoïstes, individualistes, même je dirais potentiellement des psychopathes de masse, des sociétés massivement psychopathiques, parce que nous sommes habitués à avoir tout de suite. On achète maintenant, on paye plus tard, on veut tout de suite, maman je veux un bonbon, bien sûr je l'obtiens, etc. Ça commence très petit. Lorsqu'on est privé, déjà quand on est privé de baskets et de vêtements à la mode, ça déferle en ville pour tout casser. Alors imaginez que quand on aura faim et froid, nous sommes des psychopathes en puissance. Nous ne sommes plus habitués à s'ouvrir, nous ne sommes plus habitués à la discipline au sens rigueur, pas au sens obéir aux ordres, ça on s'en fout. L'important c'est d'avoir la rigueur, d'être discipliné intérieurement. Nous ne sommes plus habitués à ça. Nous n'avons plus de codes, de rites communs, de systèmes qui nous font qu'on a une identité commune. Et quand on n'a pas une identité commune, on n'a pas peur à faire du mal aux autres pour prendre ce qu'on a besoin. Et quand on a faim, quand on a froid, les besoins ils sont clairs et ils sont immédiats. Et à la limite, je ne veux pas être négatif par rapport aux gens, parce que un père de famille qui voit une mère de famille qui voit ses enfants avoir faim, peut-être qu'il va recourir à la violence. Et vous avez votre autonomie. Et c'est là où il y a 2 concepts intéressants. Le premier, c'est
Si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez aider personne. Si en revanche vous avez l'autonomie et que vous êtes prêt, peut-être que vous allez pouvoir aider les autres. Et que si quelqu'un vient vers vous de manière pacifique et qui dit voilà, je suis pas prêt mais j'ai besoin de quelque chose, peut-être que vous allez pouvoir l'aider. Mais il y a aussi ceux qui viendront de manière agressive, violente. Et vous avez vu dans les émeutes en 2005, ça c'est rien du tout. L'idée que vous devez avoir, c'est le Rwanda. Si. Ça c'est la base de réflexion. C'est que potentiellement, Paris, c'est le Rwanda. Avec les faux vautours et les visiteurs du zoo au milieu. L'idée, c'est que vous allez pas partir du principe que ça va être dur, et avec un peu de chance, ça va pas mal se passer. Mais dans ce cas-là, il va falloir vous défendre. La meilleure défense, c'est la discrétion. C'est de pas taper, pas vous balader en temps de crise avec votre réserve d'essence dans votre Ferrari. Ça va attirer des problèmes. Ne pas être en train de festoyer sur votre balcon avec toutes vos réserves quand les gens ont faim autour de vous, etc. Ensuite, c'est probablement être loin des problèmes. Et l'idée de base, c'est justement d'aller revivre à la campagne, d'aller revivre dans la nature. Parce que là, vous allez être loin des grandes villes où il y aura le gros problème. Le gros problème, c'est les grandes villes. C'est Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam, La Roure, Milan. Ça va être les problèmes. Peut-être un peu Lyon-Marseille, mais voilà, vous êtes dans une petite ville de province, ça va être beaucoup moins violent qu'à Paris. Paris, ça va être potentiellement très très grave. Donc voilà. Donc la défense est importante. Et dans la défense, moi j'ai toujours, je suis un grand pacifiste, suisse, neutre, mais je ne suis pas un non-violent, comme la plupart des Suisses. On sait se défendre si nécessaire. Et c'est quelque chose que vous allez devoir réapprendre. Tout d'abord, là-dedans, dans votre tête, parce que la défense, elle est là. Et d'ailleurs, c'est lié au choix. Le choix que vous devez prendre aujourd'hui, que vous devez faire, peut-être après avoir lu mon livre, c'est est-ce que vous voulez survivre? Et c'est le premier choix, la première réflexion qu'il faut avoir et qu'il faut assimiler, c'est se défendre est un droit et se défendre est un devoir. Se défendre soi-même, mais surtout sa famille, ses proches et des gens qui en ont besoin. Et la loi d'ailleurs vous autorise à vous défendre, à défendre vos biens, à vous défendre vos proches et à défendre les gens qui sont en danger. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, c'est une non-assistance. On est d'accord? Oh, si, quand même. Enfin, voilà, donc apprendre à vous défendre. Parce que la défense, c'est aussi un élément d'autonomie, c'est aussi un élément de liberté. Un homme qui sait se défendre, qui n'est pas dépendant du système pour défendre sa vie, eh bien c'est déjà beaucoup plus un homme libre que celui qui est dépendant, qui doit téléphoner à la police pour dire j'ai 15 personnes qui viennent chez moi, s'il vous plaît, venez, n'hésitez pas. Le septième élément, le plus important de tous, c'est le lien social. Parce qu'en fait, vous n'allez jamais survivre seul. Et dans ce sens-là, il va falloir remettre en place les liens, tout ce qui faisait dans le temps, qui faisait les bonnes relations de voisinage, les bonnes relations de village, les bonnes relations de quartier. Ce qui faisait qu'on avait des relations mutuellement dépendantes, où on avait de l'échange, du troc, ou ne serait-ce qu'on se parlait, même dans nos propres familles. Parce qu'on comptait sur nos familles, il n'y avait pas d'état-providence. Donc quand ça allait mal, on se retournait vers nos familles. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la famille, puisque nous avons les allocations, le machin, tout ça. Ça, on va devoir réapprendre. Nous allons devoir réapprendre à créer ces liens, à tisser ces liens avec nos voisins, avec notre famille, avec nos amis, avec notre quartier. Et dans ce sens-là, nous allons pouvoir créer ces bases autonomes, durables, au-delà de notre simple personne, mais nos familles, nos amis, nos quartiers, et pourquoi pas rebâtir une nation pour qu'elle redevienne une grande base autonome durable. Et moi, c'est un peu le projet. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas prêt personnel à titre individuel, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui démarre de manière individualiste, ou en famille, ou avec un groupe d'amis, et qu'ensuite s'étend à un plus grand nombre. Et pourquoi pas à la société entière. C'est-à-dire je ne crois pas qu'on va pouvoir changer notre monde simplement en disant il faut changer le monde. Ça c'est souvent ce que mes amis écolos font comme erreur. Ils disent il faut changer le monde, il faut qu'on change de mode de vie. Ouais ok, mais il faut commencer individuellement et souvent la plupart le font. D'ailleurs les vrais écolos ils sont plus en ville, ils sont pas dans les partis politiques, ils sont loin. C'est pour ça qu'il y a 1% de gens qui votent écolo dans vos pays comme le mien. C'est parce que la grande majorité d'écolos ils sont plus dans cette optique-là, ils sont partis. Ils sont dans la nature, ils savent être autonomes. Ils ont quelques carences sur la défense. Mais enfin bon. Et donc cette approche, elle permet à partir d'un individu peut-être de sauver un grand nombre de personnes. Alors, sans utiliser des grands mots, mais enfin
potentiellement on va pouvoir se débrouiller pour aider beaucoup de gens. Et au fond c'est ça que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Et la finalité, c'est bien sûr non seulement de survivre, mais c'est de vivre mieux et de reconstruire un monde peut-être, je l'espère, plus équilibré, plus mesuré que le nôtre, qui est clairement déficient dans plein de domaines. Je pense que vous serez assez d'accord là-dessus, que nous vivons dans un monde qui est aliénant, qui est anxiogène, qui nous permet qui nous laisse pas l'opportunité de devenir heureux facilement et d'avoir le bonheur. Nous vivons dans des petites boîtes, nous nous baladons dans des petites boîtes, nous travaillons dans des petites boîtes, nous consommons dans des petites boîtes et nous mangeons des petites boîtes, des poissons ont des formes cubiques. Bref, ça me rappelle un vieux épisode d'Il était une fois l'homme, le dernier pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, nous sommes à la fin d'un monde, à la fin d'un cycle. Donc je ne crois pas aux prédictions Maya, je ne crois pas à la fin du monde, mais je pense qu'on est en train de s'approcher très vite de la fin de notre monde. Et il ne tient qu'à nous, puisque nous sommes responsables de nous-mêmes et de nos familles, de faire le travail, de faire les préparatifs qui ne sont pas très compliqués, pas très onéreux, pour préparer le passage dans le moment de chaos et dans le moment de transition, qui je l'espère n'arrivera pas et qui j'espère sera léger et rapide, pour ensuite reconstruire un nouveau monde beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre, et je le pense vraiment sincèrement, beaucoup plus heureux pour la plupart d'entre nous. Donc voilà en gros, en très résumé mon projet. Voilà. Merci.